Si vous entrez dans le monde des réseaux sociaux, peu importe la plateforme, vous verrez qu'il y a beaucoup de bruit là-bas. De nos jours, tout le monde semble être expert en tout parce qu'il suffit de brancher ça dans ChatGPT. Vous avez votre réponse, mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Voici Daniela Schrittenlocker, fondatrice, stratège et architecte numérique au parcours atypique. Elle a construit sa marque discrètement, couche par couche, clic après clic, jusqu'à ce qu'elle devienne l'une des plus respectées d'Europe. Mon seul objectif était, créons une plateforme qui va aider mes clients actuels à répondre à leurs questions. C'est ainsi que cela a pris de l'ampleur. Une fois que vous savez qui vous êtes, vous pouvez vous présenter correctement. C'est la seule façon d'être authentique. D'une vision personnelle, c'est devenu un modèle adopté par des milliers d'entrepreneurs et créateurs dans le monde. Son travail est discret mais impactant. Daniela ne parle pas seulement de la puissance d'une marque, elle la crée. Quand quelqu'un dit « je veux être créateur » ou « je veux monétiser mon contenu », ne te concentre pas sur l'argent. Concentre-toi sur le fait de répondre aux questions, d'aider les gens. Concentre-toi là-dessus plutôt que de te dire « je veux gagner X montant d'argent » parce que tu n'y arriveras pas. Daniela, je suis ravi de faire ça. C'est l'une de mes idées préférées que tu as eues concernant les réseaux sociaux et le contenu, c'est de ne pas écouter tout le monde, ni toutes les astuces et tous les trucs qui existent. J'ai l'impression que tu appliques cette philosophie directe à tout dans ta vie. Peux-tu expliquer pourquoi cette idée est importante? Eh bien, si tu entres dans le monde des réseaux sociaux, peu importe la plateforme, tu vois beaucoup de bruit venant de partout, de la gauche, de la droite, de tous les angles possibles. Tout le monde semble être expert en tout de nos jours parce qu'il suffit de le mettre dans ChatGPT et voilà. Tu as ta réponse. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne, ni sur les réseaux sociaux, ni dans la vie ou les affaires. Écoute vraiment ton intuition parfois. Vois ce qui fonctionne pour toi et pars de là. J'adore que tu aies mentionné ChatGPT parce que j'ai l'impression que les gens, surtout sur les réseaux sociaux, je vois tellement de déchets générés par ChatGPT et les gens externalisent leurs réflexions, leur écriture et en gros toute leur vie et ce n'est pas bon. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont pensé que ça pourrait être une bonne chose. Mais je veux dire, tu as construit une audience massive, tu aides d'autres entreprises à comprendre le contenu, les réseaux sociaux et les stratégies émergentes. Pourquoi est-ce que c'est dans la nature humaine? Choisir toujours la solution la plus simple, est-ce vraiment ce que font les humains? Tu as réussi en faisant l'inverse. Tu as publié du contenu fidèle à tes convictions. Pourquoi les gens choisissent-ils par défaut ce contenu facile, même quand on sait que ça n'obtiendra pas les likes, les vues, les partages, parce que je le vois partout? Donc, évidemment, les gens en sont accros, mais je ne pense pas que ça fonctionne. Non, clairement pas. Et je veux dire, si je dis que ça ne marche vraiment pas, en réalité, ça marche pour certaines personnes parce que beaucoup se contentent de copier et ne sont pas eux-mêmes. Mais le problème, c'est que ça ne dure qu'un temps. Peu importe ce que tu fais, si tu essaies d'être quelqu'un d'autre, tu ne pourras pas tenir longtemps. Pas pour toi, mais tu n'évolues pas. Tu fais juste courir après la prochaine astuce pour atteindre un endroit où quelqu'un d'autre est déjà. Ça ne te fera jamais avancer. Tu as assez eu le luxe de ne pas avoir ChatGPT quand tu as commencé ce parcours, donc ça t'a forcé. Explique-moi comment tu as fait cette transition et pourquoi tu as choisi les réseaux sociaux et le contenu. D'où tu viens et comment cela t'a un peu façonné aujourd'hui. Eh bien, tu sais quoi? Je pense que ça revient à l'expertise, à une véritable expertise professionnelle et simplement à partir de ça, en basant tout là-dessus, c'est vraiment de là que je venais. Et je n'ai pas abordé la création d'une chaîne Instagram ou d'une présence sur les réseaux sociaux dans l'optique de me dire « Oh là là, je veux atteindre tel nombre d'abonnés ». Mon seul objectif était de créer une plateforme qui allait aider mes clients actuels à répondre à leurs questions parce qu'ils posaient sans cesse les mêmes questions. Et je me suis dit, d'accord, laisse-moi simplifier mon processus, créer une plateforme à laquelle tout le monde peut accéder et voir ce que ça donne. Et ça a vraiment pris de l'ampleur pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Quand as-tu quitté l'entreprise pour lancer ton propre projet
Et comment cela s'est-il déroulé? Ta première version de projet visait à créer une agence sans focus sur les réseaux sociaux, qui était juste un outil, c'est bien ça. Exactement. Les réseaux sociaux n'étaient qu'un outil pour moi. À quel moment t'es-tu dit, je veux faire quelque chose de différent, je veux m'éloigner de ça, ce n'est plus épanouissant? Parce que même ça, je suis sûr que tu l'inclus dans ton histoire et dans ton contenu parce que c'est très significatif. Mais parle-moi de ça. Oui. Donc, honnêtement, en revenant au premier confinement du COVID, c'est vraiment là que tout a commencé. J'ai toujours aimé ma vie en entreprise. Je n'ai pas eu à subir de licenciement ni rien de ce genre. Je n'aurais jamais pensé devenir entrepreneur ou quitter le monde de l'entreprise. Vous savez, là, je suivais simplement l'échelle, je montais les échelons et tout se passait très bien, tout allait parfaitement. Vous savez, un revenu stable, tous les avantages qui vont avec d'excellentes prestations. Mais ça a été un vrai tournant pour moi pendant le premier confinement. J'ai quelques amis qui étaient ou qui sont propriétaires de petites entreprises. Et vraiment, avec leur boutique physique, pendant le premier confinement, ils n'avaient pas vraiment de présence sur les réseaux sociaux, pas de présence en ligne du tout, ni même de site web. Ils se sont tournés vers moi et ont demandé « Peux-tu m'aider? Je ne sais pas quoi faire. » Et j'ai commencé à aider et c'était tellement plus gratifiant que simplement faire, vous savez, les tâches et responsabilités qu'on a en entreprise. Avoir ce lien individuel et voir quelqu'un réussir, ce n'est pas nécessairement une énorme entreprise comme celle avec laquelle je travaillais en entreprise. Et s'adresser à tous les présidents, directeurs généraux, directeurs administratifs et financiers et directeurs des systèmes d'information mondiaux. C'est plutôt regarder dans les yeux de mon amie et voir à quel point elle est ravie que ça fonctionne. C'était tout ce dont j'avais besoin. Quel est le changement d'état d'esprit? Quel est le modèle mental ou la nouvelle perspective que tu as dû adopter? Parce que tu l'as fait plusieurs fois dans ta vie maintenant, c'est très intéressant parce que j'ai dû le faire aussi. Eh bien, je pense que ça revient à réfléchir sur sa propre personnalité, à apprendre à se connaître et à vraiment se demander, d'accord, quelle est ma valeur? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Et pour moi, personnellement, j'ai découvert que c'est vraiment aider les autres à réussir. Y a-t-il eu une façon dont tu es passé du monde de l'entreprise à faire ta propre activité? La stratégie, c'est que quand tu dois subvenir aux besoins de ta famille, tu ne peux pas te permettre d'échouer. Avec des enfants, un crédit ou un loyer, l'échec n'est pas une option. Alors, comment gères-tu ça et trouves-tu le courage de changer, malgré la peur qui freine beaucoup de gens? Honnêtement, j'ai l'impression que pour moi, il n'y a jamais eu de moment où je me suis dit, OK, ça va être un risque pour moi. J'étais engagée. J'étais à fond dès que j'ai pris la décision que ça en valait la peine maintenant. Alors, je suis partie. Quelles sont les premières choses dont tu leur parles quand ils sont solopreneurs, créateurs de contenu, petites entreprises? Peut-être que c'est différent. Peut-être que c'est pareil quand ils essaient de comprendre comment réussir sur les réseaux sociaux. J'ai accès à toutes ces différentes idées, stratégies, outils, technologies. Par où commencer? C'est accablant et coûteux. Je ne sais pas vers qui me tourner, mais je dois trouver une solution parce que, vous savez, à ce moment-là, si on remonte dans le temps, le COVID est en cours, le bouche à oreille ne fonctionne plus vraiment. Comment aborderais-tu la première conversation avec quelqu'un quand tu commences à travailler avec lui pour réussir en ligne? Est-ce que ta méthode a changé depuis ta première entreprise? Peut-être est-elle restée la même? Je pense que ça dépend de la situation. Mais de manière générale, j'aime creuser en profondeur et j'aime vraiment découvrir qui tu es au fond de toi. Et vraiment le découvrir parce que personnellement, je trouve qu'une fois que tu as cette clarté en tant que propriétaire d'entreprise, entrepreneur, créatrice de contenu, peu importe, une fois que tu as cette clarté sur toi-même, tu peux réussir et tu ne t'épuises pas sur les réseaux sociaux. Tu ne t'épuises pas, tu vois, ou même, ça ne doit même pas forcément être sur les réseaux sociaux. Mais en général, une fois que tu sais qui tu es, tu peux te représenter. Tu peux te représenter de la bonne manière. Et c'est vraiment la seule façon d'être authentique. Je suis frappée par le nombre de personnes qui ignorent qui elles sont. C'est très stressant de s'exposer sur les réseaux sociaux. Quand tu as commencé à te montrer, j'ai vu certains de tes contenus, c'est excellent.
Est-ce que tu as ressenti un peu le syndrome de l'imposteur ou comment as-tu géré le stress de mettre toute ta vie en avant? Je ne montre vraiment pas tout. Ce sur quoi je me concentre, c'est plutôt d'être, disons, la marque autour du sujet en ce qui concerne mon domaine d'expertise. Et je pense qu'il y a une grande différence entre une marque personnelle qui se présente comme une personne. Donc, je fais ça très souvent. Par exemple, quand je coach des présidents directeurs généraux, je les aide à mieux se connaître et à rester authentiques tout en gardant en tête la vision globale. Où veux-je aller avec cela? Il y a une différence entre marque personnelle et marque thématique. Comment réfléchis-tu aux aspects de ta vie sur lesquels tu veux être, entre guillemets, authentique, dont tu veux parler et que tu veux mettre en avant? Quel a été l'exercice que tu as fait, par exemple, pour quelqu'un qui écoute? Est-ce que tu as réfléchi à qui est le spectateur de ton contenu? Existe-t-il des types de contenus spécifiques? Quelle formule as-tu appliquée pour toi-même et qui a bien marché? Donc, si tu regardes mes chaînes, j'adore tous les points que tu abordes. Parce que si je réfléchis à ma propre présence sur les réseaux sociaux, j'ai 5 comptes actifs qui sont 5 comptes complètement différents pour cette raison. Parce que ce serait tellement confus si j'essayais de réunir ces 5 aspects différents de moi-même sur une seule chaîne. Donc, pour te donner une idée, j'ai mon compte marketing, puis j'ai un compte de voyage, j'ai un compte User Generated Content, donc je sépare vraiment tout en compte individuel et c'est là que ça se passe. Parce que tu veux vraiment servir ce public spécifique et tu as cet objectif en tête, c'est exactement ça. Si je regarde mon compte marketing, je veux aider les gens, je veux répondre à leurs questions. Et ça va être ma stratégie de contenu depuis le premier jour, répondre aux questions des gens. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est pareil si vous êtes dans la mode, si vous êtes maquilleuse, si vous êtes, vous savez, peu importe, blogueuse de voyage, répondez aux questions des gens. Quelle serait la stratégie que vous avez trouvée qui fonctionne le mieux en termes de contenu qui marche encore et encore et encore, en incluant toutes les idées dont nous avons parlé, comme par exemple mettre votre vie dedans, être authentique, répondre aux questions. Vous savez, vérifier que vous avez fait tout ça. En termes de style de contenu concret, quels autres pouvez-vous simplement énumérer les autres meilleures pratiques pour les personnes qui débutent? Quel type de contenu elles devraient essayer de créer? Je pense qu'il y a plusieurs réponses ici. L'une d'elles, c'est le contenu réactif, c'est certain. Donc, répondre, réagir au sujet actuel, aux questions que les gens se posent dans ce moment. Mais à part ça, je pense que lorsque j'ai commencé mon aventure sur Instagram ou sur les réseaux sociaux en dehors du monde de l'entreprise, tout tournait autour des tutoriels, des guides pratiques. Maintenant, on est passé au comment je. Donc vraiment au comment je fais X, Y, Z. Comment exploites-tu l'intelligence artificielle sans pour autant retirer l'humanité de ton contenu? Quelle quantité d'intelligence artificielle devrais-tu inclure ou à quel endroit devrais-tu l'intégrer dans ton contenu ou ta stratégie sur les réseaux sociaux? J'utilise l'intelligence artificielle pour la recherche, en trouver des idées, optimiser, m'aider sur certaines tâches, mais je ne copierai jamais quelque chose pour le publier tel quel. Jamais. Je reste toujours très... J'enregistre toujours mes légendes et mes commentaires en audio, d'où les fautes de frappe et les mots mal orthographiés. Ce ne sont pas vraiment des fautes d'orthographe, mais parfois des mots différents apparaissent que je n'ai pas prononcés, mais que l'enregistrement a capté. Mais je pense que ça montre vraiment l'aspect humain de tout ça. Juste le texte audio, l'enregistrement vocal, tes sous-titres, ça fait une grande différence. C'est tout aussi rapide, mais tu peux quand même réfléchir avec, n'importe quel outil d'intelligence artificielle que tu utilises. Fais un brainstorming, utilise-le. À part ça, automatise tout ce que tu peux. J'en suis vraiment fan. Absolument. Faut-il tout automatiser? Absolument pas. Y a-t-il d'autres que vous avez utilisées avec succès? Des stratégies intelligence artificielle dans votre contenu ayant très bien fonctionné, hors brainstorming et recherche. Y a-t-il autre chose, si on regarde la liste des outils d'intelligence artificielle, il y a par exemple Eleven Labs, c'est pour la voix, ça.
Je veux dire, je suppose que Canva peut faire des graphismes. Je veux dire, ChatGPT fait aussi des graphismes. Opus propose des outils de découpage vidéo pratiques. Des outils amusants, mais ils ne sont jamais assez bons pour être publiés d'ailleurs. Tu ne peux pas juste publier ces trucs-là. Tu dois quand même y apporter une touche humaine. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu as trouvé qui aide? Toi, absolument, oui, oui. L'un de mes préférés est vraiment sous-estimé et négligé, c'est Acrobat, Adobe Acrobat. Explique, je ne les ai jamais utilisés. Comme un outil d'intelligence artificielle auparavant. Oui, car beaucoup pensent, ah, c'est ce truc avec les PDF, où on peut ouvrir ou écrire un PDF. Exactement. Oui, celui-là. Mais maintenant, il y a aussi un assistant intelligence artificielle intégré dedans. Et je l'utilise, par exemple, pour des séances de coaching, des appels Zoom. Tu peux avoir les transcriptions, juste les analyser, utiliser l'assistant intelligence artificielle. Par exemple, si j'ai une séance de coaching, il y a plein de questions posées. Et nous avons développé là-dessus. J'aime répondre aux questions avec mon contenu. Donc, avoir l'assistant intelligence artificielle qui prend la transcription et me donne les questions que nous avons posées et auxquelles nous avons répondu pendant cette séance de coaching. Voilà, c'est mon idée de contenu. Oh, c'est incroyable. Je ne savais pas. Alors, explique ce que le Adobe dispose d'outils d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Alors, explique comment ça fonctionne. Donc, quand tu enregistres un appel, parce que c'est génial pour le contenu, j'adore prendre tes appels en direct pour en faire du contenu. Je trouve ça très intelligent. Donc, tu enregistres un appel et ensuite, qu'est-ce qui se passe après ça? Ensuite, tu as une transcription de ton appel. Est-ce que Adobe fonctionne comme Zoom? C'est comme ça fonctionne, d'accord? Donc, tu l'as intégré ou lié. Tu as la transcription de l'appel. Et ensuite, tu branches ça dans l'assistant intelligence artificielle et tu dis « Hey, voici la transcription de mon appel. » Peux-tu résumer en liste à puces les questions posées ou mes réponses, puis en faire des idées de contenu pour les réseaux sociaux? Explique-moi quand tu entres dans le petit univers d'un créateur de contenu et que tu essaies de l'aider à tout optimiser, à comprendre comment fonctionner et réfléchir, en gardant à l'esprit les aspects juridiques, financiers, commerciaux, marketing, ressources humaines, l'intégration, la paix. S'ils ont une petite équipe, ça fait beaucoup et parfois, honnêtement, tu peux avoir trop de technologie et trop d'outils, ce qui finit par compliquer ton processus parce que tu as trop de choses à gérer. Pour ce créateur en début de parcours, explique-moi comment tu t'y prends. Mettre en place leurs opérations commerciales, à quoi devraient-ils prêter attention? Acrobat. C'est ta réponse. Explique-moi comment un créateur de contenu petite ou moyenne entreprise ou solopreneur devrait-il envisager l'utilisation, comme tu l'as dit, Adobe? Qu'est-ce qu'il devrait externaliser à l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'il ne devrait pas? Quand un avocat doit-il intervenir et quand ce n'est pas nécessaire? À quoi devrait-il utiliser Adobe? Qu'est-ce que ça fait différemment, par exemple, par rapport à rédiger un contrat avec ChatGPT? Guide-moi à travers le processus pour qu'un solopreneur se mette en place légalement afin qu'il ne se fasse pas avoir, qu'il obtienne un bon accord, qu'il s'assure de cocher toutes les cases, de vérifier toutes les clauses du contrat et tous les différents points auxquels il doit faire attention. Comment devrait-il faire ça? Qu'est-ce que tu fais pour toi-même et aussi pour différents créateurs? Je veux dire, aucun outil d'intelligence artificielle ne sera jamais un avocat. Donc, tu peux créer autant que tu veux, mais tu devras vérifier avec un avocat si tu veux être légalement en sécurité dans la vie. Honnêtement, en tant que créatrice de contenu, travaillant avec des marques, créant du contenu pour elles, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas eu à le faire, sauf pour tout ce qui concerne la structure de mon entreprise ou ce genre de choses. Quand il s'agit d'envoyer des contrats à mes clients, oui, je les fais vérifier légalement, mais pour la création de contenu ou le travail avec des marques, je ne l'ai pas fait. J'ai fixé mes tarifs, j'ai un contrat. D'habitude, c'est eux qui m'envoient un contrat. Et ensuite, j'utilise l'intelligence artificielle pour comprendre le contrat parce que, encore une fois, je ne suis pas avocate. Et parfois, moi, ce langage juridique peut être intéressant à comprendre. Ce n'est pas le cas. Oui, c'est très intéressant. Alors,
Y a-t-il déjà eu un moment où maintenant que vous utilisez l'intelligence artificielle, elle a relevé quelque chose que vous n'auriez pas remarqué? Y a-t-il eu un contrat en particulier? Racontez-nous simplement une histoire sur la façon dont vous l'avez utilisée. Pas forcément quelque chose que je n'aurais pas remarqué. Je pense que c'est plutôt pour moi. J'aime l'utiliser pour simplifier la compréhension du contrat en termes de, d'accord, quand est-ce que mes livrables sont dus? Quel est le salaire net pour ça? Est-ce vraiment intéressant pour moi? Vais-je signer? En regardant vraiment ces choses-là, ce sont toujours les plus importantes pour moi parce que le temps n'est généralement jamais de mon côté. Donc, je dois déterminer quand livrer et oui, les révisions. Les révisions, c'est aussi un point important. Elles aiment bien se cacher là-dedans. Quelles seraient les plus grosses erreurs que les solopreneurs et créateurs de contenu commettent lors de la négociation de contrat, que l'intelligence artificielle ou Adobe pourrait peut-être les aider à repérer? Ne pas vraiment comprendre leur livrable et le contrat, surtout en ce qui concerne les révisions. J'ai l'impression que c'est une situation récurrente où une marque précise clairement dans le contrat qu'elle peut demander 2 ou 3 révisions. Et puis, la créatrice de contenu se retrouve à se dire « Oh là là, ce n'est pas un travail de 2 heures. Je dois encore réenregistrer et tout recommencer. » Donc, on se laisse vraiment piéger par ça en pensant « Moi, je gagne 1 000 $ pour 1 heure de travail. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous avons discuté du contenu et de l'authenticité avec votre public. Nous avons évoqué certains outils et quand utiliser ou non l'intelligence artificielle. Quelles seraient d'autres grandes leçons que tu as apprises en développant ta propre entreprise pour quelqu'un qui est créateur à plein temps? Des choses qui se sont bien passées, d'autres qui se sont moins bien passées. Des choses que tu aimerais enseigner à quelqu'un qui commence tout juste le même parcours, peut-être toi il y a 5 ans. Fais attention au temps et à l'énergie que tu as, parce que tu peux vraiment investir ton temps dans les mauvaises choses et finir par t'y enliser. Donc oui, réfléchis vraiment au temps dont tu disposes et à l'endroit où tu vas investir ce temps, parce que le temps est ton atout le plus précieux. Le temps est ton bien le plus précieux. Amen. Comment choisis-tu ce qui est le plus important à faire? Est-ce que tu as une méthode pour déléguer afin de déterminer ce sur quoi toi seul peux passer du temps par rapport à ce que tu devrais confier à ton équipe? Je pense que c'est une combinaison de choses dans lesquelles tu es peut-être vraiment doué et de choses que tu aimes faire. On oublie souvent cela, là où tu te retrouves prise dans des choses que tu dois faire. Oui, on doit toutes faire des choses qu'on aime peut-être pas faire et on doit quand même les faire. Mais je préfère largement déléguer celle-là plutôt que celle que j'aime, que j'apprécie faire, parce que ça permet de garder toute la motivation à travailler dans ce secteur. Et vous savez, ça vous rend heureuse et ça évite l'épuisement parce que peu importe le nombre d'heures que vous travaillez par jour, vous pouvez travailler 60 heures par semaine sans vous épuiser ou même 100 heures par semaine sans vous épuiser si vous aimez ce que vous faites. À quel moment avez-vous su que c'était ce que vous étiez destiné à faire? Comme si vous viviez en quelque sorte votre vocation. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Comment recommanderiez-vous à quelqu'un de chercher cela une fois qu'il a trouvé son étoile polaire, qu'il a trouvé son ikigai? Vous savez, ce diagramme de veine de qui il est, de ce en quoi il est doué, de ce dont le marché a besoin, de ce qu'il peut monétiser. Moi, je crois que c'est ça. Je ne me souviens plus précisément, mais il y a plusieurs cadres pour cela. Comment as-tu trouvé, parce que c'est une leçon pour quelqu'un qui est un peu perdu dans son parcours, sur quoi il devrait consacrer son temps, son énergie et sa vie? Je veux dire, simplement en voyant ce que j'aime faire et en réfléchissant à cela. Je suis très portée sur la réflexion. J'adore ça. Tout le monde devrait le faire, mais peu le font. Réfléchir vraiment à ce dans quoi on est doué et accepter ce dans quoi on ne l'est pas. Ce n'est pas grave de ne pas être doué dans tout. On ne peut pas être doué dans tout. Et ensuite, trouver un moyen de déléguer cela et de simplifier ma vie, ma création de contenu ou mes processus, ou peu importe ce que c'est. Mais en le voyant de cette façon, tu mets ton temps et ton énergie dans les choses que tu aimes faire. Donc, ça devient aussitôt positif.
Parle-moi de la monétisation. Quelqu'un est créateur. Ils développent leur entreprise. Ils comprennent comment être authentiques avec leur public. Ils comprennent quels outils ils doivent utiliser et lesquels ils ne doivent pas utiliser. Je veux gagner de l'argent. Quel type de contenu devriez-vous créer pour développer une audience par rapport à comment gagner de l'argent? Y a-t-il une différence? Est-ce la même chose? Quand quelqu'un demande « Je veux créer du contenu et en vivre, par où commencer ?» Quel conseil donnerais-tu? Ne te concentre pas sur l'argent, ha ha ha. Concentre-toi sur la vraie valeur. Concentre-toi vraiment sur le fait de répondre aux questions, d'aider les gens, peu importe la manière. Par exemple, en tant qu'influenceuse mode, ça peut être sur comment assembler des tenues. Mais concentre-toi là-dessus plutôt que de te dire « Je veux gagner telle somme d'argent ou je veux avoir 10 000 abonnés dans les 30 prochains jours » parce que tu n'y arriveras pas comme ça. Quelle est la plus grande idée reçue sur les réseaux sociaux en ce qui concerne la façon dont ils te font gagner de l'argent? Fixe des attentes pour les gens, fixe des attentes pour le créateur de contenu, fixe des attentes pour le petit entrepreneur, le solopreneur, en ce qui concerne ce que les réseaux sociaux vont faire pour toi et ce qu'ils ne feront pas. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour commencer à gagner de l'argent. Absolument pas. Il y a énormément de créatrices user-generated content qui ont moins de 1000 abonnés et qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'elles sont créatrices user-generated content. Le contenu n'est pas sur leur page, mais sur celle de la marque. Et puis, la meilleure façon de profiter de ça, c'est d'utiliser ta propre page comme portfolio. Ça ne te donne pas forcément plein d'abonnés, mais c'est tout à fait normal. Tu utilises les réseaux sociaux avec un objectif différent en tête. Je pense que la plus grande idée reçue, c'est qu'il te faut un certain nombre d'abonnés, alors qu'en réalité, faire grandir ce nombre d'abonnés n'est pas si difficile. Si c'est ton objectif, bien sûr, ça m'arrive tout le temps. J'ai l'impression que parfois, quelqu'un vient, réserve un appel de conseil et dit « Eh bien, je veux atteindre 100 000 abonnés ». Je demande pourquoi, mais ils ne répondent pas. Sur quoi devrait-il plutôt se concentrer? C'est vrai. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Ou pourquoi ont-ils besoin de 1000 abonnés, 100 000 abonnés? Pourquoi faire? Ouais. Et si leur réponse est « parce que je veux gagner de l'argent avec ça », eh bien, tu n'as pas besoin de 100 000 abonnés. Être créateur, c'est aussi être entrepreneur. Tu construis une entreprise et un produit. Réfléchis aux différentes manières dont les créateurs de contenu procèdent. On va mettre ça de côté un instant parce que c'est un peu plus évident. Je pense que les créateurs se perdent un peu dans la façon de construire leur empire personnel, tu vois. Dois-je accepter des partenariats sponsorisés, collaborer avec des marques, faire de l'affiliation ou proposer une formation? Est-ce que je devrais? Peu importe. Par quoi les gens devraient-ils commencer? Où devraient-ils débuter? Parce que je suis fermement convaincu que si tu essayes de tout faire, tu ne fais rien, du moins rien de réussi. Alors, où devraient-ils? Commencer? Je dirais qu'il faut commencer par avoir un objectif en tête et par se trouver soi-même, trouver sa propre voie sur les réseaux sociaux. Si tu veux utiliser les réseaux sociaux dans ce but, teste ça. L'expérimentation ne finit jamais. N'aie pas peur d'expérimenter et lance-toi, trouve ta voie. Trouve ce qui est unique et ce qui retient l'attention. Parce que, encore une fois, essayer de faire ce que tout le monde fait ne va pas te démarquer. Et est-ce as-tu des conseils pour les personnes qui essaient de savoir s'ils doivent être présents sur toutes les plateformes ou s'ils doivent en choisir une seule? Parce qu'il y a aussi tellement de plateformes maintenant que ça devient écrasant. Il ne faut pas chercher à être sur toutes les plateformes. Choisissez-en une, peut-être 2 ou 3. Ça dépend s'ils ont des options de publication croisées ou non. Autant en profiter pour publier partout. Mais même si vous vous dites, d'accord, je vais choisir plusieurs plateformes, gardez à l'esprit que chaque plateforme est différente. Vous ne pouvez pas utiliser le même contenu sur chaque plateforme. Ça ne marche pas quand vous faites ça. Ça ne fonctionne pas du tout bien. Quand commencerez-vous à vous développer ou le ferez-vous un jour? Au fond, cela dépend de vos objectifs, c'est la clé. Oui, je veux dire, vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier.
Donc, utilisez vraiment votre contenu si vous en créez déjà. Cela dépend aussi du type de contenu créé. Si vous créez du contenu long, la meilleure façon, vraiment la meilleure, c'est de le découper et, vous savez, de l'utiliser sur d'autres plateformes. Beaucoup de gens craignent de créer du contenu long. Ils débutent avec du contenu court ou des visuels car ils ne veulent pas apparaître à la caméra. Alors que là, c'est une situation complètement différente. Quel est ton conseil? J'ai mon avis, mais tu travailles avec plus de créateurs. Alors, quel serait-il? Quel conseil fonctionne vraiment au-delà de la vie de Scott? Faut-il dépasser sa peur avec une stratégie ou se concentrer sur ce qu'on maîtrise en redoublant d'efforts? Oui. Donc, je pense que les créateurs de contenu et les petits entrepreneurs, je le remarque encore plus chez les petits entrepreneurs, ils ne savent pas comment se montrer devant la caméra parce qu'ils préfèrent montrer leurs produits ou autre chose, mais pas eux-mêmes. Pour les créateurs de contenu, j'ai l'impression que la majorité d'entre eux savent qu'ils doivent effectivement se montrer devant la caméra, mais tu peux tout à fait ajuster cela. Certains se sentent très à l'aise et je pense que c'est une façon de s'habituer, de se sentir bien en recréant une tendance. C'est un moyen simple de s'habituer à la caméra car tu recrées simplement quelque chose au lieu de parler directement devant elle. Là, c'est vraiment un autre niveau. Les gens se disent oh là là, je ne sais plus quoi dire, ni à quoi je ressemble, et se prennent en la tête. Y a-t-il une astuce pour progresser sur les réseaux sociaux ou suffit-il de pratiquer? Puis, la question suivante est, si tu essaies de gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux, quel est le pourcentage entre la promotion et l'apport de valeur qui, selon toi, fonctionne vraiment bien? D'abord, la question sur le fait de se montrer présent. Donc, je pense vraiment il y a des variations, comme je l'ai dit. Tu n'as pas besoin d'apparaître devant la caméra et de commencer à parler à la caméra et, tu sais, d'être complètement vulnérable. Tu peux avancer petit à petit, les petits pas te mèneront là-bas. Et mes premiers contenus étaient vraiment mauvais. Je pense que chaque créateur ressent ça. C'est tellement gênant de revoir ses anciens contenus. Et oui, ce n'était vraiment pas bon. Mais tout le monde ressent ça. Si tu étais déjà parfaite là-dedans, à quoi bon? Ce serait ennuyeux. Genre, où irais-tu et comment pourrais-tu évoluer? Alors, il faut accepter ça et juste, tu sais, se dire, bon, c'est comme ça. Je pense qu'un autre point important qu'on n'a pas abordé, c'est de séparer le monde extérieur, les amis et la famille, de ton compte et de cette pression, surtout quand il s'agit d'apparaître devant la caméra. C'est un sujet important pour beaucoup où l'on se demande « Que vont penser mes amis et ma famille? » Ça n'a vraiment aucune importance, ceux qui veulent te soutenir. Et c'était quelque chose que j'ai vraiment appris sur les réseaux sociaux, en étant active sur les réseaux sociaux. Parfois, ce sont les personnes que tu ne connais pas qui sont les plus soutenantes, surtout sur les réseaux sociaux, les personnes qui partagent dans les mêmes idées que toi. C'est fou. Et puis, tu as ta propre famille qui te fait te sentir gêné à chaque fois. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais je pense qu'à force de le faire encore et encore, tu commences à réaliser que personne ne s'en soucie vraiment tant que ça. C'est la principale leçon à retenir. Quand quelqu'un essaie de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux ou de vendre un produit, quelle est selon toi la meilleure proportion entre le côté commercial et la valeur apportée? Je veux dire, c'est un peu audacieux de dire de ne pas vendre parce qu'en fait, tu es déjà en train de vendre rien qu'en étant présente. Mais honnêtement, je ne pense pas vraiment qu'on ait besoin de vendre activement. Je pense que prendre du recul et vendre de façon passive est une bien meilleure approche en montrant la valeur. Disons que vous avez un produit, montrer les avantages du produit ou comment vous l'utilisez, c'est de la vente indirecte. Et ça fonctionne beaucoup mieux. Si vous regardez vers 2025 et au-delà, quelles sont les choses qui vous enthousiasment dans l'économie des créateurs et les réseaux sociaux en général? Quelles sont les choses que vous voyez et dont les gens ne sont même pas encore conscients?
excellente question. Je pense qu'il s'agit d'aller encore plus loin dans l'humanisation de la façon dont je fais les choses. J'ai déjà un peu abordé ce sujet en m'éloignant des tutoriels pour aller vers le comment je fais et en ajoutant cette touche de personnalisation et d'humanisation dans le contenu. Je pense que les tendances existeront toujours, mais elles vont évoluer et je pense qu'à mesure que nous serons toutes plus à l'aise devant la caméra, parce que vous savez, il y a 4 ou 5 ans, à part YouTube, mais maintenant, en ce qui concerne la création de contenu vidéo court, nous y sommes toutes habitués. Nous sommes toutes habitués, ça crée. Donc, voir simplement les différentes créatrices évoluer et prendre des directions différentes au lieu de suivre les tendances. Oui, ce sera intéressant. Si quelqu'un se débat un peu avec l'idée « est-ce que je devrais le faire? Est-ce que je ne devrais pas? » Quels seraient les mots de sagesse pour cette personne? Quelle est la question que vous voudriez qu'ils se posent? Qui pourrait les orienter dans une direction ou dans une autre? Pourquoi veux-tu le faire? Beaucoup de gens n'ont pas la réponse à cette question. Pourquoi veux-tu faire ça? J'ai l'impression que c'est tellement... Il y a encore une fois tellement de bruit autour. On dit que c'est facile, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas si facile que ça. Et j'ai l'impression que presque personne ne parle de la difficulté réelle, de la constance qu'il faut avoir et de la détermination nécessaire pour y arriver. Parce que combien de fois as-tu essayé quelque chose qui n'a pas marché? Si des gens souhaitent te contacter, si des personnes souhaitent te contacter pour en savoir plus sur ton aide avec les réseaux sociaux, le contenu ou leur entreprise, où préfères-tu les diriger? Tu peux me trouver sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. Contacte-moi sans hésiter. Je réponds moi-même à mes messages privés. Personne d'autre ne le fait pour moi. Oui, j'adore échanger sur les réseaux sociaux. Oui. Quel est le pseudo principal sur Instagram? Le pseudo principal, c'est LS Marketing Service, LS Marketing Services, et c'est pareil sur la plupart des autres plateformes, mais pour LinkedIn et YouTube, c'est le prénom et le nom, Daniela Schrittenlocher. Parfait. Oui, je ne vais même pas essayer. C'est écrit Locker, j'ai compris. Daniela Schrittenlocher, mais nous mettrons tous les liens dans les notes de l'émission. Dernière question. Tu as eu une belle carrière avec plusieurs saisons. Quand tu regardes en arrière, et la façon dont j'aime poser cette question, c'est de dire que si tu pouvais transmettre une seule leçon, ça peut concerner les affaires, la construction d'une marque ou la vie en général, peu importe pour moi. Tu prends ça comme tu veux, mais si tu ne pouvais transmettre qu'une seule leçon à tes enfants après tout ce que tu as construit et tous les succès que tu as eus, quelle serait cette leçon et pourquoi? Crois en toi, n'abandonne pas. Le temps est ton atout le plus précieux. Utilise-le judicieusement.